Peu importe la cause que vous avez, peu importe le bien fondé de la cause que vous avez, réécrire l'histoire en s'en prenant des monuments, parce que contrairement à ce que la dame dans le vidéo dit, oui, ces statues sont là pour glorifier quelqu'un qui a fait des génocides ou je sais pas quoi. Non, les statues ne sont pas là pour glorifier, de même que les plaques commémoratives, de même que les musées. Les statues, les musées, ils sont là pour témoigner de l'histoire vécue par les hommes, les femmes qui ont vécu là, les enfants, les vieillards, etc. Donc, il n'est pas question de glorifier. En avant de l'Assemblée nationale du Québec, il y a une statue de Robert Bourassa dans le parc. Je pense pas que Robert Bourassa fait l'objet d'un culte de la part de personne. Il y a une statue aussi de Maurice Duplessis, mais je vous annonce qu'on va tous devoir mettre ça à terre pour des raisons diverses. Bon, Maurice Duplessis, les orphelins de Duplessis, le monde mis dans des orphelinats, etc. Adopté par tout le monde, à part du coup. Des histoires bien compliquées. On va devoir tout enlever ça parce que ça symbolise des facettes sombres de notre histoire. Et si vous voulez, pour moi, c'est comme si on disait on devait enlever en Pologne, on va aller, puis on va enlever tous les restants de camps de concentration qu'il y a là-bas. On va raser Auschwitz avec un bulldozer parce que ça nous rappelle ça glorifie les heures les plus sombres de l'histoire. Non, ça les glorifie pas, ça nous les rappelle. C'est important d'avoir ces rappels-là. Puis là où je suis d'accord avec la femme, c'est qui parlait dans le petit extrait audio, c'est qu'il ne s'agit pas de cacher ces choses-là. T'sais, on peut avoir un monument avec une plaque qui nous dit, ben voici, tel premier ministre de l'histoire du Canada, il a été reconnu pour avoir bâti telle autoroute, fait telle affaire, reconnu le droit de vote des femmes ou je sais pas quoi, mais aussi avoir exécuté telle personne, avoir fait telle affaire. T'sais, en fait, ce qu'il faut, c'est la vérité historique et non pas la réécriture sélective du passé en fonction du politiquement correct. Parce que ceux qui vous disent que non, c'est pas la réécriture de l'histoire, ben oui, c'est la réécriture de l'histoire. Parce que qu'est-ce que font, ça c'est des parallèles, je me ferai pas d'amis en disant ça, mais je rappelle que dans toutes les civilisations, que ce soit les Perses en Europe ou encore l'invasion de l'Égypte par les Romains, ou plus récemment ce que faisait l'État islamique un peu partout où ils prenaient de l'expansion, la première chose qu'ils font, c'est jeter par terre les monuments, puis saccager le patrimoine. En fait, juste après avoir violé les femmes, c'est probablement ce qui les caractérise le plus comme colons lorsqu'ils envahissent un territoire. Ils s'empressent de détruire la culture qui est là. Comment ils font ça? Jettent à terre les monuments, pillent les pyramides, défoncent des musées. Bon, c'est vieux comme le monde, là. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, etc., etc. Les autodafés. Bon, moi, je parlais un peu à un moment donné du philosophe Platon, mais Platon, on apprend en lisant dans les écrits antiques qu'à un moment donné, il en voulait un autre philosophe qui s'appelait Démocrite, puis il voulait faire un autodafé de ses livres, c'est-à-dire prendre les livres, les mettre dans un tas avec un peu avec un peu de trucs pour attiser le feu, puis on brûle tout ça. Bon, mais ça, puis ça s'est fait, hein, d'ailleurs, il y avait des mouvements antifascistes à un moment donné qui invitaient à brûler des drapeaux américains, qui invitaient à brûler tel livre, à mettre telle affaire à l'index. Bon, mais tout ça, ça participe d'un certain mouvement de réécrire la réalité, de mettre la réalité telle qu'elle que eux pensent qu'elle devrait être. Bon, ben, en littérature, mettons, ça peut exister, on appelle ça l'uchronie ou l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire que si vous avez par exemple des romans qui vont dire, bon, ben, le monde tel qu'il aurait été si, mettons, Hitler avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ben, ça existe, c'est un style littéraire, mais ça ne doit qu'être qu'un style littéraire. C'est-à-dire que ça peut pas être une manière de voir le monde. Ça peut pas être une façon d'entrevoir la réalité. Vous pouvez pas dire, bon ben, Maurice Duplessis, on a décidé qu'il était pas fin, fait qu'on fait comme s'il avait jamais été premier ministre du Québec. Sauf que c'est plate pour vous autres, mais il l'a été. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Puis dans l'histoire, ben, des gens qu'on aime pas, il y a rien que de ça, là. Parce qu'à un moment donné, si vous réfléchissez, puis j'en ferai un peu une liste non exhaustive tout à l'heure, si vous y réfléchissez, je veux dire, on va enlever Napoléon, on va enlever Jules César, on va enlever... on pourrait aussi raser les pyramides d'Égypte, parce que les pyramides d'Égypte, les gens vont là en voyage. Pourquoi? Pour s'extasier finalement devant le travail de
Il y a toute une obstination historique à savoir si c'était des esclaves ou pas qui l'ont bâti, mais grosso modo, de la manière qu'ils travaillaient et qu'ils étaient traités, on va dire que c'était au moins des esclaves au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, vous allez vous glorifier devant le travail d'une classe ouvrière, ou en tout cas, c'est une classe de pauvres exploités. Fait que, il va falloir que ce soit enlevé. Même chose pour le Sphinx, même chose pour le Parthénon, même chose pour le Colisée de Rome. Colisée de Rome, vous allez là, vous allez prendre des photos avec le Colisée de Rome. Le Colisée de Rome, c'était un endroit où on prenait des gens qu'on avait déclarés criminels pour toutes sortes de motifs plus ou moins réels, puis on les faisait se battre ensemble jusqu'à temps qu'ils crèvent. Donc vous alliez là vous, prendre des photos devant un monument qui symbolise la cruauté, puis le meurtre, puis l'exécution probablement de milliers et de milliers, pour ne pas dire peut-être de millions d'innocents. Non, mais vous trouvez ça drôle, je vous entends dans votre tête penser, voilà, t'exagères. Non, j'exagère pas. C'est exactement de ça dont on parle. On va raser le Colisée de Rome puis on va empêcher les gens de prendre des photos autour parce que ça symbolise l'oppression, le meurtre, la violence. Bon, mais c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. D'ailleurs, il y a plusieurs intellectuels qui se sont intéressés un peu à cette question-là. Le texte le plus intéressant auquel je pourrais vous renvoyer, c'est probablement le texte d'Alain Besançon. Vous pouvez trouver ça un peu sur Internet. Ça s'appelle « La falsification de l'histoire ». Ça se trouve dans un petit recueil qui s'appelle « Commentaires » au numéro 102. Donc, il écrivait là-dedans, Orwell a écrit que celui qui contrôle le passé contrôle aussi le présent. Donc, George Orwell, que je vous ai déjà parlé dans le podcast sur 1984 et dans le podcast aussi sur Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc, elle peut être vraie ou bien fausse, ou encore, et plus souvent, à moitié vraie ou radicalement fausse. Nous approchons de cette deuxième situation. Donc, il reproche de faire l'instrumentalisation de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va prendre des affaires qui font notre affaire. Ah, lui, il est bien, lui, il est bien, lui, il est bien. Ce que faisaient tous les régimes totalitaires, d'ailleurs. On effaçait des gens de des photos. Ah, lui, on l'aime pas, on va l'effacer de la photo. Puis lui, il est bien, fait on va le garder. Puis l'autre, on va l'effacer. Puis lui, non, finalement, ça, c'est jamais arrivé. L'exécution des Romanov, c'est jamais arrivé. Fait on va tasser ça, puis on va garder juste les affaires qui font notre affaire par rapport à la Révolution. Non, mais c'est pas de même que ça marche. Si vous voulez restituer l'histoire telle quelle, vous devez parler de tout ce qui est arrivé, puis de la restituer de la manière la plus fidèle possible. Ils disent dans ce texte-là, aujourd'hui, l'historien passe du rôle du juge équitable à celui de procureur enragé, d'un procureur qui pratique systématiquement la rétroactivité des lois, c'est-à-dire qui applique au passé des règles de civilisation qui ne sont promulguées qu'aujourd'hui. Puis il va dire, les croisades, par exemple, sont jugées en vue de l'humanisme moderne, c'est-à-dire comme des espèces d'entreprises où le but c'est d'aller couper la tête puis de tuer tout le monde, alors qu'à l'époque, c'est pas comme ça que c'est vu. À l'époque, les croisades, c'est fait pour... il y a un motif religieux en arrière de ça, il y a toutes sortes de motifs, mais libérer la Terre Sainte, etc. Donc, c'est pas du tout fait au nom du mal tel qu'on l'entend aujourd'hui. La féodalité va être vue du point de vue des droits de l'homme, sans comprendre que ça obéit à toutes sortes de principes. Puis, donc, il y a toute une série de principes modernes qu'on va... pour employer un mot un peu pompeux, qu'on va exalter là, comme des espèces d'idéaux absolus. Donc, dans le fond, là, c'est cette espèce de vision progressiste-là qui consisterait à dire que aujourd'hui, voici ce qui est moral. Aujourd'hui, l'homophobie, c'est mal. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est mal. Aujourd'hui, la misogynie, c'est mal. Aujourd'hui, telle affaire, c'est mal. Et on se comporte d'une telle manière. Et donc, je vais retourner dans le passé pour recolorer les événements qui se sont passés au nom et à l'aube de ces critères-là de moralité. Et puis maintenant, je vais décider ce qui est acceptable ou pas. Lui, c'est correct, lui, c'est correct. Lui, on va l'effacer. Lui, on l'enlève. Lui, on l'enlève. Lui, c'est un connard. Lui, c'est un salaud. Puis, à un moment donné, ça va nous amener jusqu'à aller limer la face d'un président dans le roc au Mont-Rochemort. Là. C'est ça qui va arriver. Là. Je peux avoir l'air un peu catastrophiste en disant ça, mais c'est ce qui va finir, à un moment donné, par arriver. Donc, excellent texte d'Alain Besançon dans tout ça, qui nous rappelle l'importance d'avoir une vision historique qui repose sur les faits et non sur, comme il le dit lui-même, dans cette vision-là du procureur enragé, c'est-à-dire de celui qui va décider ce qui est bien ou mal dans son regard par rapport au passé.
Et puis, c'est partout, hein, cette histoire-là. D'ailleurs, c'est assez malhonnête si vous y pensez que c'est un peu les mêmes genres de personnes qui, à chaque fois qu'il y a une vieille église en ruine ou une maison qui est pourrie, qui a 200 ans dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal, vont pleurnicher parce que la ville a vendu ça à un promoteur qui va raser ça pour faire un bloc de condo ou un immeuble de bureaux locatifs, mais en même temps, eux, ils vont vouloir jeter à terre des statues qui représentent des monuments de notre histoire. Donc, il y a comme un bout là-dedans, moi, c'est ah oui, nous autres, on est la défense du patrimoine. Pourtant, je veux dire, la vieille maison, on sait pas ce qui s'est passé là-dedans, puis dans l'église, je suis pas sûr qu'il s'est passé rien que des belles affaires, moi, là-dedans, là. Mais ah oui, il faut sauver cette église-là, puis ça n'a pas de bon sens qu'un entrepreneur là, mette ça à terre pour construire un immeuble à condo là-dedans. Ouais, par contre, après ça, on se vire de bord, puis on jette la statue de Johnny McDonald à terre. OK. Il y a comme un bout là-dedans qui est dur à suivre. C'est toujours très dur à suivre avec les gens qui manquent de logique, mais c'est à un moment donné, ça vient un peu particulier. D'ailleurs, et je veux pas faire de point Godwin comme j'ai parlé dans le podcast à Réduction ad Éclairem, mais c'est des vrais faits qui sont arrivés. C'est dangereux de commencer à tripoter l'histoire pour sélectionner rien que les affaires qui font notre affaire finalement, juste les choses qu'on aime. Parce qu'il y a quelques années en Pologne, apparemment qu'il y avait une loi destinée, puis j'ai pas vérifié l'exactitude de ça, mais c'était dans un article sur France Culture, donc je présume que ça une certaine crédibilité. Il disait qu'il y a quelques années en Pologne, il y avait une loi destinée à défendre l'image de la Pologne, y compris des peines de prison pour ceux qui parlent des camps de la mort polonais. Ça a fait capoter Israël et un peu tout le monde, et donc c'est un peu dans la lignée de cette espèce de révisionnisme historique-là. L'objectif, c'était d'éviter qu'on attribue à la nation polonaise des crimes commis par les nazis allemands dans la Pologne occupée. Donc là, ceux qui faisaient référence au passé criminel de la Pologne avec les camps de la mort, etc., là, vous étiez passible de vous faire enfermer là, pour ça. Ce qui est de la débilité pure. Oui, on peut discuter, puis oui, c'est vrai que la Pologne est occupée par les nazis. Je veux dire, les gens, à un moment donné, vous êtes sous occupation militaire, il y a des tanks dans la rue, puis vous pouvez vous manger une balle dans la tête si vous obéissez pas. Donc, je comprends qu'il y a une nuance à apporter là-dedans. C'est pas 100% de la faute de la Pologne, encore moins des citoyens qui étaient là, qui étaient conquis. Mais là, d'aller jusqu'à nier l'existence de certaines affaires parce que ça représente un passé qu'il faut ignorer, puis là, on va enlever ci, puis on va enlever ça. Vous commencez à tripoter le passé comme ça. Quand on tripote le passé, on n'est jamais ben loin du totalitarisme. C'est une chose que j'ai appris en lisant, là, un peu dans ce dont tout je vous parle. Là. Quand on commence à tripoter le passé, lui, regarde, je vais l'effacer, puis ça va être de même, ça va être l'affaire, ça s'appelle la construction d'un roman national. Puis la construction d'un roman national, quand on arrive là, on n'est jamais ben loin d'un genre de totalitarisme. C'est pourquoi pour vous faire prendre un peu conscience que tout ça est n'importe quoi, que tout ça est de la merde intégrale, non pas que les revendications et les affaires qu'on reproche aux personnages sont fausses. C'est pas ça la question. Dans la majorité des cas de ce que j'ai pu voir, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que si vous fouillez dans l'histoire, puis c'est un peu ce que ma démonstration qui va suivre va faire, si vous fouillez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que tout le monde a quelque chose à se reprocher. Tous les personnages, même les gens que vous aimez, que vous idolâtrez, même les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure comme avertissement à toute la patente péquiste, là. Même les gens que vous avez en haute estime, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce sont des monstres. Et ça fait ça un peu quand vous lisez des biographies. Je sais pas s'il y en a d'entre vous autres qui lisent des biographies. Et moi-même, je lis la biographie des musiciens que j'aime. Puis à un moment donné, vous découvrez des affaires là-dedans que... moi j'aime bien Ozzy Osbourne, mais quand vous lisez sa biographie, vous apercevez que c'est pas tout à fait une bonne personne. T'sais, le gars, il a abandonné sa première famille plus ou moins en dompant sa femme-là pour aller sortir avec la fille du producteur de son band. Cette nouvelle blonde-là, il l'a bardassé pas mal. De temps en temps, il crissait une claque sa gueule. Il a essayé de la tuer. À un moment donné, il s'est réveillé en prison.
ses enfants dans un film que vous pouvez voir qui s'appelle Wreckage of My Past, je pense. Vous pouvez voir qu'à un moment donné, on lui demande quel âge a une de ses filles, il s'en rappelle pas, il dit elle doit être née en 72, je me souviens plus, il faudrait que je vérifie. Ses enfants le décrivent comme un père absent, mais fondamentalement, il y a une part d'ombre dans à peu près tous les personnages que vous allez voir. Bien, vous pouvez les admirer, vous pouvez dire bon, ben ça change rien à ce qui a été créé comme œuvre, comme legs. On n'est pas obligé de tout évincer ça, mais si vous lisez des biographies d'à peu près n'importe qui, vous lisez une biographie de Churchill, vous lisez les mémoires de René Lévesque, vous lisez n'importe quoi, la biographie de Paul McCartney, je sais pas, n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que, ouais, finalement, les gens auxquels on a une espèce d'admiration ou un intérêt, on dit je vais lire sur lui, sa vie m'intéresse. Ben, justement, Carrie Bittman m'avait prêté le livre sur la vie de Scott Weiland. Scott Weiland, c'est un passé trouble. Son père, c'est pas vraiment son père. Il reprend le nom du deuxième mari de sa mère. Lui-même, c'était une espèce de junkie. Tu sais que ça, c'est des vies de déchéance, des vies de misère. Pensez à la vie d'Iggy Pop, c'est la même chose, espèce d'héroïnomane un peu déconnecté de la réalité. Donc c'est comme ça pour tout le monde, y compris pour les personnages auxquels vous pensez que vous avez pas idée que ces gens-là sont complètement décrochés de la réalité. C'est pour ça que je vous dis que si vous commencez à jouer dans le passé, vous allez vous en mordre les doigts. Il ne restera plus personne. Commençons donc par une personne que vous ne soupçonnez pas, qu'on va devoir effacer. Je ne sais pas s'il y a des statues de lui quelque part, mais on va devoir les effacer. Gandhi. Donc Gandhi qui est connu pour son anti-violence, ses messages de paix. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui était Gandhi. Quand vous pensez à paix, pensez à Gandhi. Bon, ben Gandhi, il a admis lui-même avoir abusé et battu sa femme. Le petit Gandhi inoffensif, c'était un batteur de femmes. Mais ceci étant dit, est-ce que ça efface le personnage de Gandhi, son importance, pourquoi qu'on le reconnaît, tout ça? Non, mais dans un monde où la violence conjugale est décriée plus que jamais, avec raison d'ailleurs, c'est pas de ça que je parle, mais est-ce qu'on va effacer les traces de Gandhi parce que si je dis que vous aimez Gandhi comme personnage historique, vous faites donc l'apologie d'un batteur de femmes? Est-ce que c'est ça qu'on est censé comprendre maintenant? Je pense que non. Thomas Edison. Donc, c'était qui Thomas Edison? Grosso modo, c'est celui qui a inventé l'ampoule. Donc, vous éclairez chez vous avec un globe, là. Bon, ben, c'est lui qui a inventé ça. Bon, ben, Thomas Edison, qui fait partie des grands inventeurs, dans n'importe quel musée que vous allez aller sur l'électricité ou peu importe, il va y avoir Thomas Edison qui va être là quelque part. Bon, ben, Thomas Edison, si vous fouillez, il testait ses inventions sur des animaux qui n'hésitaient pas à électrocuter. Puis pour vous dire que s'ils électrocutaient, ils étaient pas mal morts après. Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique, il y a des statues de lui un peu partout. Si vous allez en République dominicaine, il y a des références à Christophe Colomb, notamment à Puerto Plata, etc., à Cuba. Bon, ben Christophe Colomb, on découvre que c'est pas mal un genre de génocidaire qui a exterminé du monde un peu partout où il est passé. D'ailleurs, il vendait des natives, des Amérindiens finalement, des jeunes filles et des femmes comme des sex slaves à ces hommes. Il y a même certaines filles qui avaient pas plus que l'âge de 9 ans. Bon, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les livres d'histoire, puis on va enlever le nom de Christophe Colomb. On va dire, ouais, il y a un gars, maintenant, là, ça a l'air qu'on disait avant qu'il a découvert l'Amérique, mais on n'en parlera pas parce que c'était un crotté, puis un pédophile, puis un génocidaire. Ouais, mais c'est ça, pareil, l'histoire. Encore un petit peu. Bon, ben, parlons d'Aristote. C'est qui Aristote? Aristote, c'est probablement le plus grand cerveau de l'Antiquité grecque. C'est pour moi, peut-être le plus grand philosophe qui a jamais existé. Puis c'est peut-être pas juste un philosophe, c'est le gars qui a inventé les premières recherches botaniques. Il a écrit un livre sur les animaux, il essaie de comprendre le comportement des animaux, il essaie d'écrire un livre sur la psychologie, il a écrit sur la politique, il a écrit sur l'éthique, il a écrit sur la physique, sur l'astronomie. Je veux dire, c'était une encyclopédiste avant que cette expression-là existe. Donc c'est probablement le plus grand cerveau qui a jamais existé.
peut-être dans l'histoire de l'humanité. Bon, ben, Aristote, qu'est-ce qu'il faisait dans un petit livre que j'ai d'ailleurs quelque part ici qui s'appelle De l'économique ou économique, je pense, et même dans les politiques, ben, Aristote, il justifiait l'esclavage. Il disait que les esclaves sont comme des outils animés. Et puis que s'ils sont esclaves, c'est parce que leur nature correspond à celle d'être soumis à quelqu'un d'autre. Oui, mais est-ce qu'on va empêcher l'Université Laval d'enseigner Aristote, on va empêcher les cours de philosophie de faire référence à ce gars-là parce que c'était un esclavagiste, oui, mais est-ce que ça va finir? Non, ça finira pas. J'en prends un autre, Einstein. Donc Einstein, à un moment donné, il était à Berlin et à ce moment-là, il était marié avec Mileva Maric, dans le fond sa femme de l'époque, et il va avoir une relation extra-conjugale avec une femme qui s'appelle Elsa Loventhal. Donc Elsa Loventhal, c'est qui? C'est nul autre que sa cousine. Eh bien oui, le plus grand cerveau du 20e siècle, celui qui a découvert la théorie, ou inventé plutôt la théorie de la relativité, donc le lien entre l'espace et le temps, toutes ces choses-là, E égale MC2. Bon, je ferai pas un cours sur Einstein, mais Einstein, oui, il fourrait sa cousine. Donc, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, c'est un misogyne carabiné, Einstein. Il y a même, vous pouvez trouver ça sur Internet, quand il commençait à fréquenter une femme, il disait, regarde, voici les trucs que tu vas falloir que tu suives. Quand je te dis d'arrêter de parler, t'arrêtes de parler, puis tu me laisses tranquille. Quand je suis tanné, il faut que tu sortes de la pièce. Donc, il était comme ça. Bon, ben, E égale MC2, on va arrêter ça, on va enlever ça de partout. Puis s'il y a des références à Einstein dans des musées, là, puis dans des affaires, on va enlever ça. Vous glorifiez un misogyne et un gars qui sautait sa cousine. Henry Ford, qu'est-ce qu'il a fait Ford? Bon, ben, évidemment, il a inventé les voitures Ford, mais c'est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Juif international. Donc, Henry Ford, c'était un antisémite carabiné. Même, je pense que Hitler, il fait référence à un moment donné comme une genre d'inspiration. Fait Henry Ford, on va enlever ça. On va devoir enlever le nom Ford des voitures Ford parce que quand vous portez ça, vous faites la promotion d'une certaine manière de la haine envers les Juifs. C'est ça que vous faites. Vous le savez pas, mais je viens de vous l'apprendre. Mère Teresa. Bon, ben là, Mère Teresa. Est-ce qu'on peut être plus dans le gentil que Mère Teresa dans votre tête? Ah non, c'est moi quand j'étais jeune, on disait même par expression, hey, tu me prends-tu pour Mère Teresa quand on abusait un peu de la gentillesse de quelqu'un? Mère Teresa, il y a de plus en plus de recherches sur elle qui nous dit que finalement c'était pas tant charitable ce qu'elle faisait. En fait, elle instrumentalisait les pauvres, les malades, puis les souffrants pour les amener au petit Jésus, finalement. En fait, ce qu'elle faisait, c'est utiliser la misère pour amener des croyants au sein de l'Église catholique, apostolique et romaine. Je vais prendre une petite gorgée de mon whisky. Très bon whisky, d'ailleurs, JP Weiser. J'ai un whisky pas cher, mais qui fait le job. Donc, Mère Teresa, on va jeter ça aux poubelles aussi. Charlie Chaplin. Hein, vous pensez pas que j'allais aller là, mais Charlie Chaplin, de cette icône-là du cinéma, bon, ben, Charlie Chaplin, dans sa vie, il était pas si cool que ça, en fait, particulièrement avec les jeunes filles. En fait, je pense que le gars, il était marié 4 ou 5 fois, puis il y a 2 de ses femmes qui avaient moins de 18 ans, alors que lui, il en avait déjà plus que 50. Il y en a même une des 2 qui avait, je crois, 16 ans ou 17 ans, alors que lui avait proche de 60 ans. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un pédophile. Je veux pas être plate, mais je sais qu'à l'époque, on voyait ça de manière différente, donc je ferais pas de la rétroaction, mais si on veut être dans le politiquement correct, les films de Charlie Chaplin, ben là, si vous écoutez ça et vous aimez le bonhomme, ben vous faites l'apologie d'un espèce de vieux crotté qui de 50 ans qui abusait de jeunes filles de 18 ans. C'est ça que vous faites. Fait que, bon, Charlie Chaplin, on prend ça, on met ça dans la poubelle. Give Peace a Chance. John Lennon. J'ai une biographie de Lennon, là, quelque part dans la bibliothèque à côté. Ben, John Lennon, on va crisser ça au vidange aussi, parce qu'il a admis lui-même plusieurs fois qu'il battait sa femme et qu'il a été plusieurs fois infidèle. Et en tout cas, il y a un comportement bizarre
Un batteur de femmes, bon, si on considère que c'est rendu aussi grave que l'esclavage ou je sais pas quoi, bon, mais John Lennon, on va crisser ça au vidange. Shakespeare, donc un icône de la littérature. Shakespeare, il n'y a pas plus quand vous pensez à la poésie, Roméo et Juliette, etc., vous pensez à Shakespeare. Bon, ben Shakespeare, il a écrit un petit livre qui s'appelle Le Marchand de Venise. Je vous invite à le lire. C'est ni plus ni moins que la caricature. C'est d'ailleurs là-dedans qu'on prend l'expression Shylock. Donc Shylock, c'est le nom du personnage là-dedans, qui est un espèce de crosseur, et comme par hasard, je vous le donne en mille, c'était un juif. Donc cette expression-là vient du livre de Shakespeare et renvoie, c'est la contribution de Shakespeare à l'antisémitisme. Marx, le grand Marx, hein, l'idole de la gauche, l'idole des mouvements léninistes et communistes. Bon, Marx, il écrit un petit livre qui s'appelle La question juive, dans lequel il associe le judaïsme et le capitalisme par leur rapport entre l'amour de l'argent. Bon, Marx, on va le mettre aussi dans la gang des antisémites, on enlève ça. Donc, pas de statue, pas de plaque, pas rien, on enlève ça. Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Freud de manière plus ou moins élogieuse, mais Freud, c'était un gars qui, premièrement, lui aussi couchait avec sa cousine, avec sa belle-sœur, mais c'était surtout et avant tout un misogyne carabiné, Freud. Freud écrivait sur... Vous savez ce que c'est qu'une femme pour Freud? Une femme, c'est un homme auquel il manque un pénis. C'est pas moi, vous vérifierez, c'est dans ses écrits. Bon, Freud, c'est un misogyne, un gars qui aimait pas les femmes, pas du tout. Donc, on enlève Freud. Donc, fait qu'on enlève Freud, puis on pourra enlever de la psychanalyse au complet avec Lacan et compagnie. On va tout enlever ça parce que misogyne, c'est comme ça à l'infini. Il y en a partout. Je pourrais en prendre un en arrière de l'autre.